Alors la dernière fois, j'avais l'occasion d'introduire les architectures microservices comme étant un style d'architecture qui consiste à découper un grand domaine métier en un ensemble de sous-domaines. Et pour chaque petit sous-domaine, on va créer un microservice indépendant, c'est-à-dire une application indépendante, c'est ce qu'on appelle un microservice. Bon, un microservice, c'est une petite application qui est facile à développer, facile à maintenir, facile à tester, facile à déployer. Et l'idée principale, c'est de réduire la complexité d'un système. Donc, au lieu de s'attaquer à un système qui est très gros, qui est complexe, on va le découper en un ensemble de sous-systèmes. Et pour chaque sous-domaine, on crée un microservice. Donc, ça, c'est la particularité des microservices. Et puis, chaque microservice peut être développé avec une technologie qui est différente. On n'est pas obligé d'utiliser le même langage et les mêmes frameworks pour développer l'ensemble des microservices. Et que pour que l'ensemble des microservices puissent s'intégrer dans le cadre d'une même application, nous avons besoin de 3 microservices principaux. D'abord, on aura besoin de mettre en place la gateway. Bon, la gateway, c'est un service qui reçoit les requêtes HTTP externes. Et pour chaque requête, la gateway va utiliser un système de routage qui permet donc pour chaque requête d'envoyer la requête vers le bon microservice. Donc là, c'est le routage des requêtes. Et puis on aura besoin d'un service qu'on appelle Discovery Service, qui est un service qui permet d'enregistrer le nom et l'adresse de chaque microservice. Alors chaque microservice qui démarre, généralement, il va se connecter vers Discovery pour faire une opération qui s'appelle Register. Alors, register, c'est-à-dire enregistrer son nom et son adresse. Donc, ce qui fait que si je connais le nom du microservice, je peux connaître l'adresse. Donc, le discovery, donc, il va permettre de retrouver l'adresse d'un microservice sachant son nom. Et puis, on aura besoin de centraliser la configuration de l'ensemble des microservices au sein d'un service de configuration qui permet généralement, ce service de configuration va gérer un repository Git généralement, dans lequel on va mettre les fichiers de configuration pour l'ensemble des microservices, de façon à ce que quand on va modifier la config dans le service de configuration, alors tous les microservices vont recevoir la mise à jour. C'est-à-dire c'est une façon de configurer les microservices à chaud. Configurer à chaud, ça veut dire quoi? Ça veut dire configurer sans avoir besoin de redémarrer le microservice. Et donc, après, nous avons vu qu'après, il y a des challenges. Alors, parmi les challenges, il y a la communication. Alors, comment faire la communication entre les microservices? Et nous avons dit qu'il y a deux façons pour faire communiquer les microservices, soit de manière synchrone ou bien asynchrone. Alors, synchrone, c'est généralement, il y a des solutions basées sur les web services. Bon, j'avais parlé de 5 générations du web service. Donc, si vous vous rappelez, alors cette communication-là, on peut utiliser des protocoles comme SOAP, REST, on peut utiliser GraphQL, gRPC, et puis MCP, c'est la dernière génération qui est très intéressante pour les agents AI. Donc tout ça, on aura l'occasion de voir comment faire communiquer les microservices de manière synchrone. Et puis on peut les faire communiquer de manière asynchrone. Alors, dans ce cas-là, vous aurez besoin d'utiliser ce qu'on appelle un broker. Bon, parmi les brokers les plus populaires, donc, il y a Kafka, donc on va l'utiliser dans ce cours. Et puis également, il y a RabbitMQ, c'est des brokers, ou bien ActiveMQ. C'est des brokers qui sont utilisés par les entreprises pour permettre aux applications d'échanger des messages de manière asynchrone. Et donc, ça, c'est l'architecture. Après, il y a d'autres challenges, notamment la sécurité. Nous allons voir, il y a des solutions, des protocoles qu'on va étudier comme OAuth2 et OpenID Connect. Et particulièrement, nous allons voir comment utiliser un outil qui est très utilisé par les entreprises, qui s'appelle Keycloak,
qui permet de sécuriser facilement les applications, que ce soit le back-end et le front-end. C'est une partie qui est très importante, donc on va travailler dessus. Et puis bien sûr, après, donc, il y aura des front-end qu'on va développer. Donc globalement, les premières semaines, on va beaucoup travailler sur ça. Et je vais vous laisser les ressources à l'avance et je vous demande d'essayer d'avancer le plus possible pour vous là-dessus. Même parfois, s'il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on fasse les cours. Parce que bientôt, il y aura, en tout cas pour ceux qui cherchent des opportunités d'embauche, il y a des entreprises qui vont commencer à venir, à faire des entretiens. Et donc, plus vous êtes mieux informé, c'est mieux pour décrocher des opportunités facilement. Donc, je pense déjà que à partir du 10 novembre, donc il y aura, je pense, Capgemini qui viendra faire les entretiens pour les stages PFE. Mais il y a plein d'entreprises qui vont venir au mois de novembre. Donc, ce qui fait que le mois de novembre, il faut essayer en tout cas, sur cette partie-là, essayer d'avancer le plus possible. Donc, c'est pour cela. Pour la partie pratique, je n'aurai pas le temps de vous laisser pratiquer ici, mais vous avez les vidéos, vous avez tout ce qu'il faut. Je fais les démos et chez vous, vous essayez de reprendre ça. Ça me permet d'aller plus vite. Voilà. Alors, je rappelle aussi que le fonctionnement, c'est ça, c'est que quand un client envoie une requête HTTP vers le backend, vers l'application, la requête passe via la gateway. La gateway, elle reçoit la requête. Et dans la requête, généralement, souvent, il y a le nom du microservice dans l'URL. Donc, la gateway connaît le nom du microservice. Il a besoin de connaître l'adresse. Où est-ce qu'il va chercher l'adresse? C'est chez Discovery Service. Donc, vous voyez, donc, la gateway va demander à Discovery, donc voilà le nom, et il va chercher l'adresse. Mais bien sûr, comment Discovery va chercher va connaître les adresses. Parce que chaque service qui démarre, la première des choses qu'il va faire, c'est quoi? Cette opération, c'est register. Hada, il démarre, il va faire register. Hada, il démarre, il fait register. C'est-à-dire, chaque microservice qui démarre va se connecter vers Discovery pour enregistrer son nom et son adresse. Donc, ce qui fait que ici, donc, dans Discovery, c'est un annuaire dans lequel on retrouve les noms et les adresses des microservices. Une fois qu'on récupère l'adresse, généralement l'adresse est une URL, eh bien la gateway va envoyer la requête vers le bon microservice qui va faire le traitement et qui va retourner un résultat, et ainsi de suite. Donc quand on va recevoir la requête, alors maintenant supposons il y a un problème de montée en charge. C'est-à-dire, par exemple, Inventory Service, il est demandé, il est très sollicité. Donc, s'il y a un problème de montée en charge, la solution, c'est la scalabilité horizontale. Alors, la scalabilité horizontale, ça veut dire démarrer le service dans plusieurs machines. Donc, si vous démarrez le service dans plusieurs machines, ou bien en plusieurs instances, tout à fait, eh bien, la gateway, quand il va demander à Discovery, je veux l'adresse, eh bien, il va récupérer une liste. Et quand il va récupérer une liste, parce qu'en fait, a priori, ici, Inventory Service se trouve dans cette machine-là, il se trouve dans l'autre machine. Et dans ce cas-là, la gateway va faire ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. Donc, il va gérer ce qu'on appelle le système d'équilibrage de charge classique. C'est-à-dire, la dernière fois, il a appelé cette instance-là. La prochaine fois, il va faire appel à cette instance. Donc, il va équilibrer la charge sur les instances. Donc, ça veut dire que la gateway va jouer deux rôles. Normalement, les deux rôles. Le premier, c'est le système de routage. Chaque requête, elle va la router vers le bon microservice. Et le deuxième rôle, c'est quoi? C'est l'équilibrage de charge, load balancing. Alors, ça, c'est un résumé de ce que nous avons fait la semaine dernière. Alors, aujourd'hui, donc, je vais faire une démonstration pour vous montrer comment implémenter cette architecture en utilisant les frameworks, bien sûr, Spring, Spring Boot, Spring Cloud. Et on va essayer de travailler sur un exemple d'application. Alors, je vais travailler sur l'exemple suivant. Voilà. Donc, je vais essayer donc de créer, supposons que je voudrais développer une application qui se compose de 3 microservices. Il y a le service Customer Service,
qui est un service qui permet de gérer des clients. Ensuite, j'ai Inventory Service, un service qui permet de gérer des produits. Et puis, il y a Billing Service, qui est un service qui permet de gérer la facturation. Donc, autrement dit, c'est comme si vous voulez créer une application de e-commerce en utilisant l'approche microservice. Au lieu de faire tout dans la même application, on va l'éclater, on va la découper en plusieurs microservices. Donc, je vais d'abord vous montrer comment créer un simple microservice, le plus simple possible avec Spring Boot. Et puis, je vais vous montrer comment créer la gateway, comment configurer le système de routage de manière statique. Et puis, nous allons voir comment configurer le système de routage de manière dynamique en utilisant Discovery. Et puis, après, par la suite, nous allons ajouter Billing Service. Alors, Billing Service est un service un peu particulier. Pourquoi? Parce que une facture concerne un client. Donc, il y a bien une communication entre Billing Service et Customer Service. Et puis, la même chose, une facture contient des produits, donc il y a une dépendance avec un autre microservice, qui est le service des produits. Et donc, ici, nous allons voir comment faire communiquer les microservices de manière très simple en utilisant en fait un framework qui s'appelle OpenFine. Alors, c'est du REST, donc on va voir un peu les solutions. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que je vais vous montrer, la démonstration que je vais vous montrer, il n'y aura pas beaucoup de code à écrire. Il y aura beaucoup de choses à comprendre, c'est comprendre ce schéma-là. Donc, vous l'avez compris, ce schéma-là, cette architecture. Alors maintenant, on va essayer donc de créer les microservices, sauf que dans ma démo, je ne vais pas respecter les bonnes pratiques. C'est-à-dire que quand je vais développer un microservice, je ne vais pas créer les DTO, je ne vais pas créer la couche service, donc je vais essayer de faire un microservice le plus rapidement possible. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est de voir comment mettre en œuvre l'ensemble de l'architecture. Et après, dans l'une des activités pratiques, on aura l'occasion de revenir sur un microservice pour voir en réalité comment respecter ces bonnes pratiques, etc. D'accord? Parfait. Alors, pour travailler ce projet-là, donc, je vais utiliser donc, IntelliJ Ultimate et directement, ce que je vais faire, je vais créer un projet. Alors, je vais créer un projet dans lequel je vais regrouper l'ensemble des microservices. Donc, si vous voulez, comment on va le faire? Au début, je vais juste créer un simple projet Java, Maven, que je vais appeler par exemple ecom MS App. Donc, ça, c'est le nom du projet. Donc, c'est un projet Maven. Je vais utiliser Java 21. Et puis, donc, le groupe ID, je vais mettre net.usefee. Et après, artifact ID, je vais mettre le même nom du projet. Alors, d'abord, je crée un projet Maven. D'accord? Un simple projet Maven. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce projet-là. Bon, un projet Maven, si vous voulez créer une simple application Java. Donc, une fois que vous créez ce projet, maintenant, à l'intérieur de ce projet-là, je vais ajouter les microservices. Alors, comment je vais le faire? La même chose. Donc, je vous demande juste de suivre la démo, parce que tout est enregistré, donc ce n'est pas la peine de vous perdre. Parce que le plus important, c'est de discuter s'il y a des questions, s'il y a des interrogations. Donc, ça, c'est ce qui m'intéresse ici. Qu'est-ce que je vais faire? Dans le projet, on va ajouter New Module. Je vais ajouter un module. Et cette fois-ci, le module que je vais ajouter, c'est un projet Spring Boot. Donc, je vais créer un projet Spring Boot que je vais appeler, par exemple, Customer Service. Alors, c'est un projet Maven, Java Maven. Je vais utiliser Java 21. Next. Et les dépendances. Alors, quelles sont les dépendances dont j'aurai besoin? Alors, principalement, j'aurai besoin de Spring Web. Pourquoi? Parce que je vais créer une application web. Il y a Spring MVC, donc il y a des web services que je vais créer. J'ai besoin d'utiliser une base de données. Donc, on va utiliser Spring Data GPA. C'est le Spring Data GPA, c'est le framework qui permet de faciliter de gérer les données d'une application. On aura besoin d'utiliser une base de données H2. H2, c'est une base de données in memory pour le moment.
Après, par la suite, nous allons utiliser une base de données MySQL, etc. On aura besoin d'une dépendance Lombok. Alors, Lombok, c'est une dépendance qui permet de générer les getters, setters. Donc, ça, c'est très courant. Et nous aurons besoin d'une dépendance qui permet de créer facilement les web services RESTful. Je ne vais pas coder les web services. Vous allez voir, ils vont être générés automatiquement en utilisant REST Repositories. Alors, REST Repositories, donc c'est une dépendance de Spring Boot qui permet de démarrer facilement des web services RESTful. Vous allez voir comment l'utiliser. Donc, ça, c'est les dépendances classiques, n'est-ce pas? Alors maintenant, en plus de ces dépendances-là, vous aurez besoin d'utiliser les dépendances des architectures microservices, notamment les dépendances de Spring Cloud. Alors ici, on aura besoin de quoi? On aura besoin d'une dépendance qui s'appelle Eureka Discovery Client. Alors pourquoi Eureka Discovery Client? Parce que nous avons dit ici que chaque microservice qui démarre a besoin de se connecter à Discovery pour enregistrer son nom et son adresse. Et bien, c'est cette dépendance qui va faire le travail. Vous n'aurez pas à coder. Donc, Eureka Discovery Client, c'est une dépendance qui permet à un microservice de communiquer facilement avec Discovery Service. Donc, on va l'ajouter. On aura besoin d'une dépendance de Spring Cloud Config Client. Alors, config client, celui-là. Alors, pourquoi config client? Ben, la même chose. Parce que chaque microservice qui démarre a besoin de contacter le service de configuration pour chercher sa configuration. Donc, vous voyez, donc, c'est une dépendance qu'on aura besoin d'utiliser. Et puis, il y a la troisième qu'on va utiliser, c'est Actuator. Alors, Spring Boot Actuator, donc c'est une dépendance qui permet de faire ce qu'on appelle le monitoring des microservices. Donc, c'est-à-dire si vous voulez surveiller un microservice, une fois qu'il va démarrer, vous voulez savoir par exemple son état, est-ce qu'il est par exemple, est-ce qu'il est en up ou bien down. Vous voulez savoir c'est-à-dire l'état de la mémoire, quelles sont les classes qui sont chargées, etc. Donc, si vous voulez faire le monitoring des microservices, donc tout simplement il y a Actuator. Donc, vous voyez, donc, ces dépendances-là, on en aura besoin dans tous les microservices. Donc, une fois que je vais créer ce projet, j'espère que je n'ai rien oublié, mais en tout cas, si j'oublie une dépendance, je peux toujours l'ajouter. Créer. Donc, vous allez voir ici, il y a un microservice, Customer Service, qui est créé. Alors, bien sûr, si vous créez ça la première fois, il faut attendre que Maven se connecte, télécharge les dépendances, ça prend un peu parfois de temps. Et si vous avez une connexion qui est faible, ça pose problème parce que dès qu'elle commence à télécharger les dépendances, dès que ça coupe, votre projet n'est pas monté. Et voilà, donc si tout se passe bien, vous allez avoir votre projet, il est là. Et vous voyez déjà, le projet, il n'est pas encore construit. Alors d'ailleurs, si vous regardez, parce que ça c'est un phénomène que vous allez rencontrer, ça dépend des versions de IntelliJ. Si vous regardez dans, par exemple, ce projet Customer Service, vous voyez le POM XML, si vous cliquez avec le bouton droit, si vous cherchez Maven, vous n'allez pas trouver Maven. Ça veut dire que jusqu'à présent, IntelliJ n'a pas encore détecté ce projet en tant que projet Maven. Alors ça peut arriver. Alors c'est quoi la solution? C'est très simple. Il suffit d'aller vers ici l'outil Maven, ici, et vous allez voir, ça c'est votre projet, mais il se trouve que le module n'a pas été ajouté correctement. Et bien je vais l'ajouter. Ici avec plus, je vais chercher Customer Service, Open, et vous allez voir que maintenant le module a été rajouté. Une fois qu'il est rajouté, regardez, c'est à ce moment-là qu'il est en train de le traiter en tant que projet Maven. Donc il faut toujours regarder la liste pour voir dans votre projet les modules. À chaque fois que vous ajoutez un microservice, on devrait le voir dans la liste des modules. Si ce n'est pas le cas, vous l'ajoutez manuellement. Donc c'est un problème que vous allez sans doute rencontrer. Alors maintenant, j'attends qu'il télécharge les dépendances, c'est fait. J'oublie cette fenêtre pour le moment. Et c'est pas encore, il est en train de télécharger parce que ça c'est la nouvelle version, la version 3.5.7. Bon, j'attends, c'est bon.
Alors, une fois que les dépendances sont chargées, je vais commencer à créer le microservice. Alors, dans le package de base de l'application, je vais créer un package entities. Et dans ce package-là, je vais créer la classe customer. C'est-à-dire les premières classes que vous allez créer, c'est les entités. Alors, dans mon cas ici, donc, je veux créer un microservice qui permet de gérer des customers. Un customer est défini par son ID, qui est de type long. Il est défini par son nom, qui est de... Alors, ici, donc, j'ai le nom, le prénom, j'ai email. Par exemple, je vais ajouter email. Bon, l'essentiel, on va faire quelque chose de plus simple. Alors maintenant, pour que cette classe soit représentée par une table au niveau de la base de données, on va utiliser GPA, on va utiliser la notation entity. Alors entity, ça veut dire que automatiquement la classe customer correspond à une table au niveau de la base de données. Alors, parmi les attributs, l'identifiant, c'est ID. ID, c'est l'identifiant, donc c'est-à-dire, au niveau de la base de données, c'est la clé primaire. Je voudrais que cette clé primaire soit générée automatiquement. Donc, je vais utiliser la notation generated value. Donc, generated value, ça veut dire que vous allez avoir un auto-increment au niveau de la base de données. Alors, les annotations que vous voyez là, c'est des annotations GPA. GPA, donc je rappelle, c'est une API qui permet de gérer la persistance des données dans une application Java. C'est-à-dire tout ce qui est l'accès aux bases de données relationnelles. Bon, GPA, donc... ça facilite le travail. Et puis, nous aurons besoin d'ajouter quelques dépendances. Lombok, notamment la notation getter, ça permet de générer les getters. La notation setter, ça permet de générer les setters. NoArg constructor, ça permet d'ajouter un constructeur sans paramètres. AllArg constructor, ça permet d'ajouter un constructeur avec tous les paramètres. Et puis, si vous voulez, builder, c'est une annotation qui permet de créer un pattern builder. On va l'étudier. Et c'est une autre façon de créer les objets de la classe, bien sûr, les objets. Donc, c'est-à-dire, nous avons maintenant 3 façons pour créer les objets de la classe customer, soit en utilisant le constructeur sans paramètres, en utilisant le constructeur avec paramètres, ou bien en utilisant builder. Alors, ici, vous voyez donc, ça, il n'y a pas beaucoup de code, mais c'est une simple classe avec des annotations. Alors, vous pouvez dire que maintenant, vous avez créé une entité GPA. Alors maintenant, il me faut les méthodes qui permettent d'ajouter customer, supprimer, rechercher, faire les opérations. Alors, la manière la plus simple, c'est d'utiliser Spring Data, GPA. Comment on va le faire? On va créer un package que je vais appeler repository. Alors, dans ce package-là, il suffit de créer une interface que je vais appeler customer repository. Customer repository. Alors, il suffit d'hériter extend. Vous héritez d'une interface qui s'appelle GPA repository. Et quand vous héritez de GPA repository, vous aurez juste besoin de spécifier. On veut gérer une entité de quel type? Customer. Et puis le ID du customer, il est de quel type? Il est de type long. Voilà. Et vous voyez donc, c'est terminé. Tout ce qui est les opérations save, find by, delete, les opérations de mapping objet relationnel, on les a héritées de l'interface GPA repository qui est une interface Spring Data. Et puis j'ai besoin d'un web service. Eh bien, un web service, normalement, c'est un contrôleur, un REST controller que je vais créer. Mais cette fois-ci, je vais profiter de Spring Data REST qui permet de faire les choses facilement. Comment? Il suffit d'ajouter une annotation qui s'appelle repository REST resource. Alors, repository REST resource, c'est une annotation qui permet de démarrer automatiquement un web service RESTful qui permet d'accéder à toutes les méthodes que vous avez dans cette interface. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que vous avez créé un microservice. Donc, vous voyez, donc, pour créer un microservice, vous aurez à créer cette classe et vous créez cette interface. Il vous faut combien de temps pour créer cette classe?
Il vous faut pas une formation de Bac plus 5 pour apprendre à créer des entités comme ça, n'est-ce pas? Bon, c'est une classe, c'est plus de la conception que de la programmation. Et puis, voilà, il vous faut créer cette interface-là qui permet d'accéder aux bases de données. Alors maintenant, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au démarrage de l'application, on va ajouter quelques données dans la base de données, quelques clients. Donc c'est pour cela je vais aller vers l'application. Donc ça, c'est l'application Spring Boot, c'est-à-dire c'est là où il y a la méthode main. Et pour pouvoir exécuter un traitement au démarrage, la manière la plus simple, c'est de créer une méthode qui retourne ce qu'on appelle un objet command line runner. La méthode, je vais l'appeler start. Et cette méthode-là, il va retourner un objet de type command line runner. Il faut juste pas oublier d'utiliser la notation bin de Spring. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'au démarrage, je vais ajouter quelques customers dans la base de données. Pour cela, donc, je vais créer un objet de type command line runner et sans oublier d'utiliser la notation bin. Alors, je rappelle, avec Spring, quand vous avez une méthode qui oui? On t'a perdu lorsque tu étais en train d'expliquer la notation que tu as ajoutée sur Ok. repository. Alors, ce que j'ai fait, c'est ça. Donc, j'ai créé une entité GPA. Voilà, d'accord. Donc, ici, Customer. Et puis, j'ai créé l'interface Customer Repository qui hérite de GPA Repository. Donc, c'est-à-dire, nous utilisons ici Spring Data. OK? Spring Data. Alors, Spring Data, c'est quoi? C'est un module de Spring qui permet de faciliter l'accès aux bases de données. Et puis, j'ai besoin d'un web service RESTful. Alors, pour créer un web service RESTful, ben, je peux créer un REST controller et après ajouter des méthodes. Mais ici, donc, j'ai choisi la solution la plus rapide. Et la plus rapide, c'est d'utiliser la notation repository REST resource. Donc, c'est une annotation d'un module de Spring qui s'appelle Spring Data REST, qui permet de démarrer automatiquement un web service RESTful. Donc, ce web service RESTful, il me permet d'accéder à toutes les méthodes qui se trouvent dans Customer Repository. Donc, c'est-à-dire, déjà, vous avez un web service, une REST API qui permet d'ajouter, de supprimer, de rechercher, de faire toutes les opérations classiques. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'au démarrage de l'application, je vais ajouter quelques customers dans la base de données. Alors pour cela, j'ai juste besoin d'utiliser Customer Repository. Et puis donc, je vais utiliser Customer Repository.save. Alors je vais enregistrer un customer. Et pour l'enregistrer, donc je peux utiliser new customer. Alors, new customer, donc pour si vous voulez, pour le ID, je ne le connais pas, nul, parce qu'il est auto-increment. Le nom, je vais mettre par exemple Mohamed. Et l'adresse mail, je vais mettre par exemple une adresse mail. Voilà. Donc ici, donc ça c'est un customer. Et bien je vais créer un deuxième customer, un troisième. Alors ça, c'est une façon de créer les objets. Mais il y a une autre façon, au lieu d'utiliser le constructeur avec paramètres, je peux utiliser le builder. Alors comment je vais utiliser le builder? Eh bien, il suffit d'utiliser customer.builder.build. Et puis quand vous dites builder, vous dites, c'est quoi name? Name, c'est Mohamed. Et email, c'est med@gmail.com. Voilà. Donc ça, c'est le premier customer. Je vais créer un deuxième et un troisième. Donc ici, il y a email. Alors, email@gmail. Et puis, il y a Yassine. Voilà. Alors ici, donc, je suppose que ici, avec cette application-là, ce microservice, vous voyez donc en 10 minutes, donc j'ai un microservice. Normalement, quand il va démarrer,
il va me permettre d'enregistrer. Pas possible. Donc, il va démarrer, quand on va le démarrer, il va tout simplement enregistrer quelques customers dans la base de données. Alors, pour le tester, on aura besoin de terminer par une configuration. Et pour configurer le microservice, on aura besoin de le faire dans le fichier application.properties. Alors, dans le fichier application.properties, on aura besoin de spécifier d'abord le nom du microservice. Vous allez trouver Spring Application Name. Donc ici, donc, je vais l'appeler Customer Service. J'ai besoin de définir le numéro de port. Alors, je suppose que ce service-là, il va fonctionner sur le port 81. J'ai besoin de spécifier quelle base de données. Alors, en utilisant Spring Data Source URL. Alors, pour une base de données, pour le moment, on va utiliser GDBC, .h2. C'est une base de données in-memory database. Mem, alors mem, mais memory, in-memory database. Et la base de données, je vais l'appeler Customers DB. Voilà. C'est notre base de données. Customers DB. Et puis, pour consulter ma base de données, j'ai besoin d'activer ce qu'on appelle la console H2 en utilisant Spring H2 console enabled égale à true, parce que c'est une interface web qui me permet de consulter la base de données. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, ben, j'ai besoin d'ajouter la propriété Spring Cloud Discovery enabled, je vais mettre false. LH. Parce que, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ben, je vous ai dit que normalement, chaque microservice qui va démarrer va se connecter à Discovery pour enregistrer son adresse. Or, on n'a pas encore démarré ce service. Donc, il faut que je désactive l'opération. Je dois la désactiver pour le moment. Tout à l'heure, quand on va démarrer Discovery, on va l'activer. Et la même chose pour la configuration. Dès que le service va se démarrer, il va chercher à contacter le service de configuration. Donc, on va également désactiver. C'est-à-dire, on avait ajouté deux dépendances. Alors, par défaut, ils sont activés. Mais moi, je vais pour le moment les désactiver. Bon, ça, c'est un petit détail important. Donc, ici, ça, c'est Discovery, il est à false. Et Spring Cloud, alors Spring Cloud config enabled égale à false. Parfait. Alors, on peut tester maintenant notre application, notre microservice, run Java application. Alors, le microservice va démarrer. Si tout se passe bien, il n'y a pas d'erreur. Il faut toujours regarder s'il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de problème. Et pour vérifier que tout marche bien, je vais démarrer le navigateur et je vais taper tout simplement d'abord localhost, HTTP localhost, le port c'est 8081. Si vous voulez consulter la base de données, vous allez taper H2 console. Donc si vous mettez H2 console, vous allez voir cette interface. Ici donc la base de données, vous mettez GDBC, H2 même. La base de données s'appelle Customers DB. Se connecter et vous allez voir dans ma base de données, j'ai une table Customers. Ici, je vois bien que les customers sont bien enregistrés dans la base de données. Et je vais tester maintenant, est-ce que le web service fonctionne? Pour cela, je vais utiliser localhost 8081 et vous mettez customers. Vous voyez? Donc, vous avez la liste des customers au format JSON. Alors, je vais changer de navigateur parce que je vais aller vers ça. Regardez, ça c'est intéressant. Je n'ai pas créé ce web service, n'est-ce pas? C'est Spring Data REST. Donc, si vous faites un post, si vous envoyez une requête avec post vers customers, vous allez ajouter. Si vous envoyez une requête HTTP avec delete, vous allez supprimer. Etc., etc. Donc, c'est-à-dire finalement, si vous mettez par exemple customer/1, c'est-à-dire je veux avoir le customers dans le ID égale
égale à 1. Si vous mettez customer slash 2, vous avez slash 2. Vous avez customers dans ID égale à 2. Donc, si vous vous rappelez la semaine dernière, je vous ai dit qu'avec Spring Boot, vous pouvez créer un simple microservice en 15 minutes, n'est-ce pas? Bon. Alors, on va voir maintenant, on va créer un deuxième microservice, peut-être en 5 minutes, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, on va créer le service Inventory Service. Oui? Qu'est-ce qui est écrit Links Serve? C'est quoi ce Je vois? Links. Alors ça, en fait, Spring Data REST, il utilise un format Spring Data REST, il utilise un format JSON qui est un peu particulier, c'est-à-dire qui est standard, dans lequel, pour Spring Data REST, à chaque fois qu'il veut renvoyer un objet, il renvoie en fait un objet qui contient embedded, dans lequel on trouve customers, et dans customers, vous avez la liste des customers. Mais pour chaque objet, il vous envoie les attributs, mais il met ce qu'on appelle les liens vers les autres ressources. C'est-à-dire, par exemple, supposons que vous avez un customer appartient à un département. D'accord? Quand vous allez consulter le customer, vous allez trouver ici le lien qui permet de consulter son département. Il vous donne des liens dans le format JSON et qui permet d'accéder aux autres ressources. Et ça, c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire, si j'ai une information sur customer, à partir du customer, je peux aller vers le département. Et si j'ai le département, je peux aller vers la liste des cours. Donc, c'est-à-dire, je peux naviguer facilement les ressources. D'accord? Alors, je ne vais pas m'arrêter beaucoup sur ce petit détail parce que quand vous allez faire l'activité pratique concernant comment créer un microservice, vous allez voir dans la vidéo que je vous ai laissée, il y a beaucoup de détails, comment tester ça, à quoi sert chaque chose, etc. Mais on va dire ici, c'est comme si on va supposer maintenant, on sait déjà créer un microservice. Alors, ça, c'est un acquis. Alors, ce que je vais faire, je vais créer un deuxième microservice. Alors, le microservice que je vais créer, donc ça c'est 1, on a fait ça. Ben, je vais faire la même chose, comme ça. Et comme ça, je vais reprendre le même travail une deuxième fois. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais laisser ce service-là. Ben, je peux l'arrêter, je peux le laisser, pas de problème. La même chose, dans mon projet, je vais ajouter quoi? Un module. Spring Boot. Alors, je vais l'appeler Inventory Service. C'est un projet Maven. Alors, je garde toujours les mêmes paramètres, Java 21. Next. Alors, les dépendances sans rien rater. Quelle dépendance? Web. Spring Web. Spring Data GPA. H2 Database. Lombok. REST Repositories. Spring Data REST. Alors, et après, donc, Discovery. Spring Eureka Discovery Client. Et Config Client. Alors, Config Client. Et puis, Actuator. Alors, je ne vous ai pas montré tout à l'heure à quoi sert Actuator. Ok, je vais vous le montrer. Actuator. Ok, créé. Alors, la même chose, on doit faire attention, on va regarder si notre projet, normalement, si votre projet, d'ailleurs, vous allez toujours remarquer, quand vous allez vers source, il faut regarder, si vous voyez que le package est construit, ça veut dire que c'est bon. Mais si vous voyez que ici vous avez des sous-dossiers, ça veut dire que c'est pas construit. D'ailleurs, si vous regardez là, cette fois-ci, il n'y a pas de problème, ça a été fait. C'est pour cela que je vous disais, ça dépend des versions de IntelliJ. Vous regardez toujours, s'il le détecte, c'est bon. S'il ne le détecte pas, vous l'ajoutez manuellement. Comme ça, vous n'allez pas bloquer. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais créer je vais créer maintenant plutôt donc dans le service, je vais faire la même chose. Donc, je vais créer cette fois-ci la classe, l'entité product. Alors ici, donc, je vais mettre le package entities. Et dans entities, je vais créer la classe product. Alors, dans mon cas, un produit est défini par son ID, de type langue.
par son nom, par son prix. Alors le prix, je vais le déclarer de type double, price, par sa quantité, et c'est tout. Alors ici, le nom, le prix, la quantité, bon, ça suffit. Alors pour que ce soit une entité GPA, on va ajouter les annotations entity. Pour déclarer l'identifiant, on va utiliser ID. Pour que ça soit généré automatiquement, on va utiliser l'annotation generated value. Si vous voulez les getters, vous ajoutez l'annotation getter. Vous voulez les setters, vous voulez un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres, builder. Donc maintenant, on reprend à peu près la même chose. Et pour tout ce qui est la partie Spring Data, on va créer un package repository. Alors dans repository, on va créer une interface qu'on va appeler product repository. Et il suffit donc d'hériter extend GPA repository. Alors cette fois-ci, on veut gérer des entités de type product. Donc l'entité c'est product. Et le ID, il est de type long, l'ID du product. Et pour démarrer un web service, je vais utiliser quoi? La notation repository rest ressources. Et au démarrage, oui. Monsieur, si les dépendants sont les mêmes, on peut les déclarer dans le composant XML Oui. parent. Oui. Ça, on va voir après comment on peut faire ça une seule fois dans le projet Maven. Tout à fait. Alors ici, donc, j'ai le repository. Et après, dans l'application, je vais faire la même chose. Donc, je vais créer un objet command line runner, start. Ici, on va démarrer. Et on va créer, sans oublier la notation bin. Parce que sinon, cette méthode ne va pas s'exécuter. Alors, je vais déclarer product repository. Et puis, je vais ajouter quelques produits. Product.save. Alors, ici, product repository, c'est plutôt product.build. Je vais construire un produit et je peux spécifier les attributs. C'est quoi name? Par exemple, computer. Price. Je vais mettre un prix, par exemple. Quantité. Voilà. Alors ça, c'est le premier produit. Le deuxième produit. Le troisième produit. Alors ici, donc, printer. La quantité 10. Et là, par exemple, smartphone. Voilà. Alors, je crée 5 produits au démarrage. Et la même chose, donc je vais faire la même config que j'ai ici. C'est copier-coller. Hein. C'est-à-dire quoi? J'ai besoin de prendre tout ça. CTRL-C. Et justement, vous voyez donc le problème, le rôle du service de configuration. Centraliser la configuration. Parce que sinon, vous allez faire la même chose dans plusieurs microservices. Alors ici, donc, je vais faire la même chose. Je fais copier-coller. Je vais changer le numéro de port. Au lieu de 80-81, je vais utiliser 80-82. La base de données, on va l'appeler productsDB. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Je démarre le service inventory. Run. Et je vais tester. Et pour tester, donc cette fois-ci, je vais faire localhost 8082. Si vous mettez /h2 console, h2
console. Ici, vous mettez quoi? Product. La base de données s'appelle ProductDB. Et vous pouvez constater que votre base de données a été créée, la table product, et j'ai les produits. Et si vous faites localhost 8082/products, ça marche. Vous mettez /product/1. Vous allez comprendre que par défaut, Spring Data REST ne sérialise pas le ID. Donc le ID, on ne le voit pas. Généralement, on n'en a pas besoin. Généralement, les données de JSON, on n'a pas besoin. Mais si jamais vous en aurez besoin, je vais vous montrer comment vous pouvez l'activer. Parce que ça, c'est au niveau Spring Data REST. Okay. Donc, qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons, ce que je n'ai pas montré, c'est Actuator. Si vous mettez /Actuator, / par exemple health. Regardez, qu'est-ce qu'il vous dit? App. Actuator, ça permet de faire le monitoring. Par exemple, si vous mettez Actuator tout court, vous allez voir quels sont les endpoints qui sont activés. Il n'y a que health, il y a Actuator. Mais si vous voulez les autres, voilà ce que vous allez faire. Vous allez ajouter une propriété. Une propriété qui s'appelle management. Management, ça c'est Actuator. Management endpoints web exposure include, vous mettez étoile. Alors si vous mettez étoile, c'est-à-dire vous êtes en train de dire Actuator, je veux que tu m'exposes toutes les possibilités dont il dispose. Donc si je redémarre mon service maintenant, et si j'appelle Actuator, regardez, vous pouvez, si vous mettez /beans, vous avez, c'est de la folie. Vous savez, vous avez créé combien de classes? Vous avez créé que la classe inventory, product et product repository, n'est-ce pas? Mais le framework Spring, alors votre projet, il utilise toutes ces classes-là. Ils sont chargés en mémoire. C'est normal, c'est le framework, n'est-ce pas? Bon, je n'ai pas besoin de regarder ce que c'est, mais en tout cas, je peux par exemple voir des choses comme trace. La trace, c'est pas ça. Par exemple, vous voulez avoir le cache, vous voulez avoir les infos, les conditions, les variables d'environnement. Regardez. Ça, c'est utile. Il permet de vous retourner toutes les variables d'environnement qu'il utilise dans la config. Bon, bref, ce qui nous intéresse juste, c'est de rappeler à quoi sert Actuator? C'est pour faire le monitoring. Voilà. Par exemple, il y a une chose qui est très importante, c'est Actuator /health. Alors, health, est-ce que vous vous rappelez la dernière fois, j'avais dit que, en fait, pour déployer une architecture microservice, on va utiliser des conteneurs Docker, n'est-ce pas? Et quand on va utiliser des conteneurs Docker, à un moment donné, on va utiliser un outil d'orchestration des conteneurs, les Kubernetes. Donc, qu'est-ce qui va démarrer les conteneurs? C'est Kubernetes. Il nous a dit que Kubernetes, quand il va démarrer les conteneurs, si un microservice tombe en panne, c'est lui qui va le redémarrer. Alors maintenant, la question, comment Kubernetes peut savoir est-ce qu'un microservice tombe en panne ou pas? À l'aide de service. Ça. Alors Kubernetes, à chaque seconde, ou à chaque 2 secondes, il envoie une requête vers /health. Et après, Actuator va lui dire app. Donc pour Kubernetes, dès qu'il reçoit app, ça veut dire que c'est bon. Mais dès qu'il reçoit quelque chose de différent, il sait que le microservice ne marche pas. Et comme il ne marche pas, il va le redémarrer. C'est le premier. Le deuxième, quand on va centraliser la configuration, une fois qu'on change quelque chose dans la configuration, on fait commit. On change un paramètre de configuration. Quand on fait commit, comment les microservices vont être au courant comme quoi la configuration a changé? Eh bien, on va appeler Actuator avec un point qui s'appelle refresh. Donc, vous voyez, donc refresh. Alors ici, donc, il ne marche pas parce qu'il tente de contacter le service de configuration. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Vous lui dites, la configuration a changé. Donc, automatiquement,
il va vers le service de configuration pour chercher les mises à jour. Et tout ça, c'est très utile. Mais dans un premier temps, vous n'avez pas besoin d'activer tous les endpoints parce que encore c'est une mauvaise pratique d'activer beaucoup de endpoints que vous n'allez pas utiliser. Donc vous pouvez par exemple laisser ici que health. Oui. D'ailleurs c'est ce qui est activé par défaut. C'est-à-dire vous dites à Actuator, je veux que health. Si vous voulez ajouter, vous mettez virgule, refresh. C'est-à-dire vous pouvez spécifier Actuator quels sont les endpoints qui vous intéressent. Donc si vous faites ici Actuator, vous voyez donc qu'il y a health et refresh. C'est clair? Alors maintenant, nous avons créé, jusqu'à présent, nous avons créé 2 microservices. OK? Le premier et le deuxième. Le premier utilise quel port? 80, 81. Bon. Et le deuxième, utilise le port 80, 82. Oui. Si on utilise REST repository de Spring Boot, Oui. du point de vue pratique, est-ce que vous comptez aussi faisable pour gérer les problèmes pratiques? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'implémenter d'autres méthodes. Alors, maintenant, dans la pratique, c'est que le REST repositories ne va pas régler tous les problèmes. Donc, généralement, REST repositories, on va l'utiliser pour des cas quand vous êtes faire des opérations CRUD, etc. Mais quand vous avez des opérations métiers qui nécessitent un traitement, des règles métiers, là, ça ne marche plus. C'est-à-dire, même si on fait maintenant, c'est bon, c'est rapide, mais ici, est-ce qu'on a une couche métier? Non, c'est pas bon. Parce qu'on a normalement la couche service, il doit vérifier. Quand vous ajoutez un client, ici, il n'y a pas de problème. Vous envoyez le client, elle va l'ajouter dans la base de données. Mais dans la pratique, ce n'est pas ça. Quand je demande d'ajouter un client, il faut que je vérifie est-ce que le client n'est pas dans une blacklist, est-ce que l'adresse mail n'existe pas déjà, est-ce que, vous voyez? Donc ça veut dire que cette activité pratique, notre objectif, c'est de voir comment implémenter l'architecture microservice. En créant des microservices avec la façon la plus rapide. Mais il se trouve que dans la pratique, cette façon la plus rapide, parfois c'est très utile. Pourquoi? Parce que parfois, si vous êtes dans votre entreprise, on vous dit que on veut créer un POC. Vous savez ce que c'est le POC? POC, c'est Proof of Concept. C'est-à-dire, on va créer un petit POC parce qu'on va le présenter la semaine prochaine au client. Et on va essayer de convaincre le client qu'en quoi on sait résoudre sans problème. Une fois que le client il est convaincu, une fois qu'on a le projet, et à ce moment-là, on va revenir au microservice, on va dire, tiens, on va respecter les bonnes pratiques. Mais ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, au début, parfois, vous avez besoin de faire plus vite. Même si vous ne respectez pas les bonnes pratiques, parfois, il y a des situations où on vous dit, il faut qu'on fasse vite. Donc, le fait d'utiliser Spring Data REST, c'est une solution. Vous l'utilisez, mais après, dans la réalité, on va dire, oui, tout ça c'est bon, mais après il faut faire le refactoring, il faut arranger votre code et tout ça. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc nous avons créé de microservices. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer la gateway. Alors, nous allons créer une gateway qui s'appelle Spring Cloud Gateway, dans laquelle on va configurer le système de routage. Alors, pour créer la gateway, on va ajouter un autre microservice, new module, qu'on va appeler gateway service. Alors, le service gateway, on va utiliser Java 21, Maven, Next. Vous aurez besoin de deux dépendances. La première, c'est gateway. Mais sauf que quand vous allez taper gateway, vous allez trouver il y en a deux. Il y a gateway et reactive gateway. Vous allez choisir pour le moment reactive gateway. Alors pourquoi? Parce qu'il se trouve que depuis Java 21, il faut savoir que Oracle a rajouté quelque chose dans Java 21, ce qu'on appelle les virtual threads. Les virtual threads, c'est quelque chose qui a été rajouté à partir de Java 21, mais qui n'existait pas avant.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui dans Java 21 et plus, il existe deux façons pour gérer les threads. Soit utiliser la méthode classique, soit utiliser les virtual threads. C'est pour cela que vous avez deux gateways. Cette gateway, Reactive Gateway, c'est l'ancienne, elle est mature, c'est celle qui est utilisée en production. Et puis il y a la nouvelle gateway qui est basée sur les virtual threads. Alors sans doute, il faut la tester, il faut essayer. Donc si ça donne mieux, peut-être à un moment donné, les gens ils vont commencer à utiliser l'autre. Mais en fait, le fonctionnement c'est la même chose, mais la configuration elle est différente. Donc ça veut dire que pour votre cas, vous allez choisir Reactive Gateway qui est basé sur Spring, plutôt sur Reactive Spring. Ok? C'est bon? Et après, vous aurez besoin d'ajouter la dépendance Discovery Client. La même chose. Eureka Discovery Client. Pourquoi? Parce que même la gateway a besoin de contacter Discovery. N'est-ce pas? Et si vous voulez, vous pouvez ajouter le config. Si vous voulez centraliser la config. Mais pour le moment, on va la laisser là. Mais on va ajouter Actuator. En tout cas, Actuator, il est utile pour tous les microservices. Bon, donc, c'est une partie de l'Ops. On parle DevOps. Il y a plein comme vous cherchez dans les dépendances Ops. Alors, ici, dans la partie... bon, après, il y a la partie AI. Donc, vous voyez, donc, ici, Spring AI. Google Cloud, Microsoft Azure, VMware, la partie Messaging, Circuit Breaker, Routine, Discovery. Tout ça, c'est du Spring Cloud. Toutes ces dépendances-là, c'est... Vous voyez, Ops, ici. Ops, vous avez donc Actuator, vous avez d'autres services qui peuvent être, et qui sont très utiles, c'est-à-dire pour administrer, pour faire le monitoring, pour faire pas mal de choses. Bon, bref, nous avons besoin de combien de dépendances? 3. Créer. Alors, une fois qu'on va créer ce service-là, on va le configurer. Alors, pour configurer, il faut d'abord qu'on s'assure que le projet est bien construit. Gateway Service. A priori, il n'y a pas de problème. Si vous regardez là, il n'y a pas de problème. Bon, vous avez Gateway Service, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, pour configurer la Gateway, eh bien, vous pouvez configurer le système de routage. Et pour configurer le système, les routes, on peut le faire pour le moment de manière statique. Et après, on va le faire de manière dynamique. Alors, pour le faire de manière statique, on va le faire dans un fichier qui s'appelle application.yaml. Alors, vous allez prendre ce fichier-là, vous faites copier, coller. Au lieu de properties, vous mettez YAML. Alors maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Spring Boot peut être configuré soit à travers le fichier application.properties, soit à travers le fichier application.yaml. Sauf que dans la majorité des cas, en production, on aime beaucoup, les gens aiment beaucoup le format YAML parce que c'est plus clair. Le format YAML, vous allez le retrouver sur Docker, vous allez le trouver sur Kubernetes, Ansible. C'est le format le plus préférable pour configurer, c'est le format YAML. Alors ici, donc, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser le format YAML. Alors, si vous voulez configurer les routes dans le système de routage, vous allez choisir Spring Cloud Routes. Alors, dans la dernière version, il a ajouté Webflags Routes. Donc, ça n'existait pas avant, mais dans les versions, donc il faut mettre Spring Cloud Gateway Server Webflags Routes. Donc, on va configurer les routes. Alors, dans Spring Cloud, chaque route est définie par 3 caractéristiques. La première, c'est l'IURI. Alors déjà, bon, chaque route, on va lui donner un ID. Par exemple, ici, ID égale R1. L'IURI. Alors, c'est quoi l'IURI pour nous? L'IURI, c'est égal, 2 points. C'est HTTP, localhost 8081. Achète 8081.
qu'est-ce qui fonctionne sur 8081? C'est Customer Service. C'est le port, monsieur. C'est le port, c'est Customer Service. Donc, c'est-à-dire, j'ai une route qui va mener vers Customer Service. Et puis, maintenant, il faut indiquer quand est-ce que la gateway va envoyer la requête vers Customer Service en utilisant ce qu'on appelle les predicates. Alors, dans les prédicats, vous pouvez spécifier plusieurs prédicats. Et parmi les prédicats, il y a ce qu'on appelle path. Vous mettez path égale, par exemple, slash customer slash étoile. Alors, que signifie ça? Ça signifie que vous êtes en train de dire à Gateway, quand il reçoit une requête HTTP dont le path contient slash customer slash quelque chose, envoie la requête vers cette destination. Alors, vous voyez, donc, path, c'est ce qu'on appelle, c'est un prédicat. Mais je peux ajouter d'autres prédicats. Je peux ajouter, par exemple, au lieu de path, je peux ajouter, par exemple, méthode. Méthode. C'est-à-dire, si la méthode égale à get et que le path égale à ça, je peux ça. Je peux ajouter d'autres prédicats, remote, adresse, etc. Donc, je vais vous donner, dans le support, il y a une liste de prédicats, vous voyez. Donc, ici, une route est définie par l'IURI et un ensemble de prédicats. Alors, je nomme les prédicats. Il y a le host, il y a le path. Le host, c'est-à-dire, c'est le nom de domaine. Donc, je peux router en fonction du nom de domaine. Par exemple, vous dites, si la requête, si le domaine, c'est x.com, je l'envoie ici. Si la requête, c'est y.com, je vais l'envoyer là. Je peux faire le path, c'est ce que je viens de faire. La méthode, after, c'est les dates. C'est-à-dire, si la requête vient après cette date, j'envoie la requête vers cette machine. Avant cette date, je vais l'envoyer vers l'autre machine. Entre cette date et cette date, je vais l'envoyer vers une autre machine. Je peux me baser sur les cookies, les headers, les paramètres query et surtout l'adresse IP aussi. C'est-à-dire, si la requête provient du Maroc, je l'envoie vers ce serveur. Si ça provient d'un autre pays, je l'envoie vers un autre serveur. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les prédicats. Donc, les prédicats. Les prédicats, c'est l'ensemble des conditions que la requête doit satisfaire pour que la requête soit acheminée vers le microservice. Donc, c'est-à-dire la gateway, comment il fonctionne? On lui envoie une requête HTTP et cette requête HTTP, il va vérifier d'abord la requête. Qu'est-ce qu'il va vérifier? Les conditions. Si la requête satisfait les conditions, on envoie la requête vers le bon microservice. Et puis, il y a la troisième caractéristique des routes, c'est ce qu'on appelle les filtres. Donc, c'est quoi les filtres? Alors, en fait, quand la gateway va envoyer une requête vers un microservice, parfois, avant d'envoyer la requête, la gateway peut ajouter des filtres. Il peut ajouter, par exemple, des headers. Il peut ajouter des paramètres à la requête. Il peut ajouter un token. Il peut ajouter des choses. C'est-à-dire, vous voyez ici, donc, il y a des filtres, add request header, add request parameter, etc. Donc, vous avez, c'est-à-dire, dans une route, avant d'envoyer la requête, vous pouvez demander à la gateway d'ajouter des headers. Pourquoi des headers? Parce que parfois, pour des raisons de sécurité, quand la requête arrive vers la gateway va chercher un token, ok, ils ouvre la requête avant de l'envoyer vers le microservice. Pas un exemple. C'est-à-dire, on peut utiliser les filtres et ça peut être utile. Alors, dans notre exemple ici, on ne va pas utiliser les filtres, on va juste utiliser un seul prédicat qui est le path. Donc, vous voyez, donc j'ai défini la première route. Alors, pour définir la deuxième route, je vais faire encore tirer ID. C'est quoi? C'est R2. Et c'est quoi l'IURI? Alors, il faut faire attention parce qu'il y a, c'est ça le problème. Il faut respecter l'indentation, n'est-ce pas? Ici, donc, on doit être dans la bonne colonne. Ici, c'est l'IURI. Alors, c'est quoi l'IURI? Donc, l'IURI, donc c'est HTTP localhost 8082. Voilà, 8082. Et puis, il y a predicate. Ici, le prédicat qu'on va utiliser, c'est
path égale slash, par exemple, products slash étoile. Et bien, tout simplement, vous venez de définir, vous avez configuré combien de routes? Deux routes. Donc, c'est deux routes. C'est-à-dire, vous êtes dans un rond-point, parce que la gateway, c'est un rond-point. Quand on arrive, et après, c'est le rond-point qui va vous dire allez comme ça, ou bien allez comme ça. C'est comme ça. Alors, on va tester. Oui. Est-ce que lorsqu'on a beaucoup d'endpoints, on va les déclarer manuellement? Là. Alors d'abord, je vous montre juste comment configurer statique, mais tout à l'heure, je vais vous montrer comment configurer tout ça de manière dynamique. C'est-à-dire pour toutes les routes. C'est ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. Alors pour tester, je vais dans le fichier Application Properties, je vais définir le numéro de port. Server port. Alors supposons la gateway va utiliser le port 88888. Je vais désactiver Cloud Discovery false, parce que Discovery n'est pas encore créé, n'est-ce pas? Je vais désactiver également le service de configuration, mais ici je n'ai pas ajouté le service de configuration, donc il n'y a pas de problème. Je vais tester notre gateway. Run. Vous voyez donc, pour créer la gateway, je n'ai pas besoin d'une journée, n'est-ce pas? C'est 2, 3, 4, 5 minutes, j'ai ma gateway. Alors, la gateway est démarrée. Et pour vérifier si la gateway fonctionne, voilà ce qu'on va faire. On va envoyer la requête localhost. Cette fois-ci, on va communiquer avec la gateway. Et la gateway, c'est 88888. Ça, c'est la gateway. Et je vais lui demander, je veux customers. Voilà. Vous voyez donc, je reçois les customers. Je vais lui demander, je veux les products. J'ai les produits. Je veux product slash 1. Vous voyez donc finalement, maintenant le client n'a plus besoin de connaître les microservices. Regardez le client. Le client maintenant il communique avec la gateway. Et c'est la gateway qui va décider vers quel microservice il va contacter. C'est clair? Alors maintenant, vous venez de configurer les routes de manière statique. Alors, statique, ça peut être une solution pour quand vous avez 2 routes, 3 routes qui sont fixes. Ça suppose que vous connaissez déjà l'adresse. Mais le problème, c'est que généralement, on ne connaît pas l'adresse des microservices. Donc, quelle est la solution? Ben, la solution, c'est d'utiliser Discovery. Alors, Discovery, c'est lui qui va permettre d'enregistrer les adresses des microservices. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment on va créer Discovery. Et après, on va revenir à la gateway pour configurer les routes de manière dynamique. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter maintenant le Discovery Service. New module. Discovery Service. C'est un projet Maven. Java 21. Next. Alors pour Discovery Service, vous pouvez utiliser un service qui s'appelle Eureka. Eureka Server. Alors en fait, Eureka Server, Eureka, c'est une implémentation de Discovery qui est fournie par Netflix. Alors quand vous allez travailler avec Spring Cloud, vous allez voir il y a beaucoup de modules qui sont développés par Netflix. Pourquoi Netflix? Parce qu'il se trouve que l'un des premiers qui ont implémenté l'architecture microservice, c'est Netflix. Et quand Netflix, vous connaissez Netflix? Ne me dites pas non. Alors, l'un des premiers qui ont implémenté l'architecture microservice, c'est Netflix. Netflix, c'est une plateforme qui est très performante. Vous imaginez le nombre d'utilisateurs qui l'utilisent, ça tombe jamais en panne, n'est-ce pas? Et et Netflix, quand il a développé l'architecture microservice, et c'est lui qui a développé Discovery, il a développé une gateway, il a développé le service de configuration, c'est lui qui a développé au début les services. Et quand Spring va intégrer ça dans Spring Cloud, il a gardé les implémentations de Netflix qui sont open source. Mais après, Spring a rajouté
à rajouter ses propres implémentations. Donc, ce qui fait que vous allez trouver, il y a, pour les discovery, vous avez Eureka Server, mais également, il y a une autre solution qui s'appelle Consul. Donc, on met les deux Consul Discovery. On met les deux implémentations les plus utilisées. Alors, dans notre cas ici, on va utiliser Eureka Discovery. Alors, Eureka Discovery, vous ajoutez Actuator. Pourquoi Actuator? Même si vous n'en avez pas besoin, il faut penser à Kubernetes, n'est-ce pas? Aux outils qui vont surveiller votre architecture. Donc, vous l'ajoutez toujours parce que c'est Actuator qui va fournir aux outils d'administration des endpoints qui permettent de faire le monitoring. Créer. Eh bien, si vous créez ça, vous aurez juste besoin d'activer dans l'application, vous aurez besoin d'activer Eureka Discovery avec l'annotation enable Eureka. Vous voyez donc, parce que je suis dans le projet Gateway. C'est des choses qui vont vous arriver. Hein. Alors, je devrais être dans Discovery. Voilà. Donc, c'est enable Eureka Server. Enable Eureka Server. Voilà. Il y a l'annotation qu'il faut, avec laquelle vous activez. Et dans le fichier Application Properties, vous spécifiez le numéro de port. Alors, server.port. Alors, par défaut, le port utilisé, qui est utilisé par défaut, c'est 8761. 8761. Je vais juste m'assurer. Donc, ça, on a fait. On a créé Customer Service. On a testé. On a créé Inventory Service, on a testé, on a créé la gateway, on a configuré le système de routage, on est en train de créer Eureka Server. Donc ici, vous aurez besoin, le port c'est 8761, et puis vous aurez besoin d'ajouter deux propriétés. La première, c'est Eureka Client Fetch Registry. Alors, Eureka Client Fetch Registry, vous mettez à false. Pourquoi la propriété? C'est pour éviter que le service s'enregistre tout seul. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Discovery lui-même, quand il va démarrer, il va essayer d'enregistrer son adresse et son nom. Ou chez lui. Bah, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? C'est fiche registrée parce que chaque microservice, normalement, il devrait se connecter pour s'enregistrer. Donc, si vous mettez ça à false, ça veut dire que vous lui dites ce n'est pas la peine de t'enregistrer tout seul parce que ça ne sert à rien. N'est-ce pas? Il n'a pas besoin d'enregistrer son adresse dans le registre. Le deuxième, c'est Eureka Client Register with Eureka False. Alors, ça, c'est une deuxième propriété qu'il faut utiliser. Eureka Client Register. Alors, Register with Eureka, vous mettez à false. Donc, ça, c'est les deux propriétés que vous avez besoin de désactiver. Parce que quand est-ce qu'on en aura besoin? On en aura besoin quand on va créer plusieurs discovery qui ont besoin de communiquer entre eux. Donc ça, c'est à ce moment-là qu'on peut les activer. Alors, si vous faites ça, vous démarrez Discovery. Alors, pour consulter Discovery, vous allez taper localhost. C'est quel port? 8761. Et ça va vous donner cette interface. Alors, Discovery Service, regardez, il vous donne la liste, ici, les services qui sont enregistrés. Alors, pour le moment, il n'y a aucun service qui est enregistré dans Discovery. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi il n'y a aucun service? Parce qu'on n'a pas encore lancé les microservices. C'est pas qu'on ne l'a pas lancé, parce qu'on avait désactivé, si vous vous rappelez. On avait désactivé l'opération de
Oh non, c'est pas ici. Voilà. Si vous vous rappelez, on avait désactivé cette opération, n'est-ce pas? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir pour l'activer, on redémarre, et comme ça, les services vont s'enregistrer chez Discovery. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais revenir à Customer Service. Et vous allez voir maintenant le problème de la config. Si vous n'avez pas un service de configuration, je vais changer ici, je vais mettre quoi? True. N'est-ce pas? Mais ce que je fais là, je dois le faire dans tous les autres microservices. Discovery Service, non. Flag Gateway, c'est pareil. On va mettre True. Et on va également le mettre ici. Discovery Enabled, c'est True. On enregistre et on redémarre. Je vais redémarrer, vous voyez ici Inventory Service. Je redémarre Customer Service. J'enregistre. Je redémarre ici Customer Service. Vous pouvez également le faire ici. Vous voyez ici il y a un tableau. Vous sélectionnez et vous pouvez faire restart, stop, etc. Parce que là maintenant vous êtes en train de démarrer plusieurs microservices. Et je dois faire la même chose pour la gateway. Alors, la gateway elle est là. Je peux aller vers gateway ici. Je fais restart. C'est bien ça, restart, oui. Voilà. Alors maintenant, si j'ai redémarré les services, je vais actualiser. Je vais vous regarder. Voilà. Si j'actualise, regardez, j'ai maintenant Customer Service qui est enregistré, Gateway Service et Inventory Service. Maintenant, j'ai quelque chose d'intéressant, c'est que chaque microservice qui démarre, il va s'enregistrer. Si le microservice s'enregistre, maintenant, au niveau de la gateway, je n'ai plus besoin de connaître l'adresse du microservice. Dans ma gateway, au lieu de faire ça, je vais supprimer ça. Au lieu de ça, je vais utiliser lb customer service. Vous allez remarquer que par défaut, Discovery enregistre les noms des services en majuscules. Vous l'avez constaté? Regardez, par défaut. Il suppose que c'est une bonne pratique de séparer les noms avec le reste, mais vous pouvez, dans la configuration, on peut changer. On peut par exemple les enregistrer en minuscules ou comme ils sont, il n'y a pas de problème. Regardez, je fais LB, custom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de lui dire, quand tu reçois une requête qui contient customers, envoie la requête vers un service qui s'appelle customer service. Ça veut dire que je lui donne que le nom du microservice. Et comme je lui donne que le nom, qu'est-ce qu'il va faire la gateway? La gateway, il va envoyer la requête vers Discovery, il va lui donner le nom, il récupère l'adresse. Et puis, il va envoyer la requête vers le bon microservice. Et si vous voyez donc les URI, ça commence par LB. Alors, d'après vous, c'est quoi LB? Load Balancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons, vous avez plusieurs instances de Customer Service qui sont démarrées. N'est-ce pas? Vous avez démarré Customer Service en plusieurs instances. Quand la gateway va contacter Discovery, il va lui dire où se trouve Customer Service. Supposons Customer Service, il est dans plusieurs instances. Quand la gateway va demander à Discovery où se trouve Customer Service, il va lui donner une liste. Et quand il va lui donner une liste, qu'est-ce qu'il va faire? La gateway, il va faire l'équilibrage de charge. Ça veut dire une fois, il va appeler cette instance, la prochaine fois, il va appeler l'autre, la prochaine fois, il va appeler l'autre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. La gateway, il va jouer de combien de rôles?
Deux rôles. Le premier, c'est quoi? C'est le routage. Ouais. Chaque requête, il sait où est-ce qu'il va l'envoyer. Le deuxième, c'est quoi? C'est load balancer. C'est-à-dire, quand il y a plusieurs instances, il fait l'équilibrage de charge. Alors, maintenant, on va faire la même chose pour l'autre. C'est-à-dire, au lieu de mettre ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, au lieu de mettre là l'adresse, on va utiliser LB, c'est Inventory Service. Voilà. Alors, vous redémarrez la gateway. Alors, pour redémarrer la gateway, elle est là. Alors, vous allez commencer à avoir, à un moment donné, vous allez vous perdre. Service, je démarre celui-là, je démarre l'autre, etc. C'est pour cela qu'on aura besoin de Docker. Parce que si vous voulez faire ça, démarrer chaque service, l'arrêter, faire ça manuellement, c'est un peu compliqué. C'est qu'à un moment donné, on va créer un fichier Docker Compose. On va taper Docker Compose App, il va démarrer tous les microservices. Docker Compose Down, il va arrêter tous les microservices. Bon, ça veut dire que quand on utilise une architecture microservice, à un moment donné, on a besoin de faire du DevOps. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va vérifier si ça marche. Vous voyez ici, donc si vous mettez /product, ça marche. Si vous mettez /customers, là, attendez, mais c'est pas ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est la gateway. 8888. Customers, ça marche. Mais la configuration, elle est toujours statique de la gateway. Pourquoi elle est statique? Parce qu'à chaque fois, s'il y a un nouveau service, à chaque fois que je crée un microservice, je dois ajouter une route. Alors maintenant, la question, comment le faire de manière dynamique? On va le faire une fois pour toutes les routes. Mais avant de vous montrer comment le faire de manière dynamique, je dois juste vous dire une chose, c'est que si vous voulez configurer, il y a deux choses. Si vous voulez configurer les routes, en utilisant le fichier Application Properties, vous voulez faire ce qu'on a fait dans Application YAML, vous voulez le faire dans Application Properties. Vous pouvez le faire. Comment? Vous allez écrire spring.cloud.gateway.server.webflags routes. Les routes. Les routes, il y en a beaucoup. Vous allez mettre entre crochets de 0. C'est la route numéro 0. Point quoi? ID égale à quoi? Égale R1. Regardez, ça, c'est clean, c'est ça. Spring, Cloud, Gateway, Server, ça, ID égale. Mais ici, donc, point ID égale à 0. Vous allez encore faire copier-coller. La deuxième ligne, vous allez encore écrire Spring, Cloud, Gateway, Server, Webflags, route de 0. Point. Quoi? IORI. À quoi est égal? Égal Hadi. Égal à quoi? C'est ici, non? Non? C'est ici. Alors, je vais masquer ça. Mais pourquoi il me fait ça? Alors, ça c'est le... Et encore, vous allez répéter. CTRL-V. Spring. La route numéro 0 toujours. Point quoi? Predicates. Et dans les prédicats, il y en a plusieurs. 0. Le premier prédicat. C'est lequel qui m'intéresse? C'est path. Égal à quoi? Égal slash. Customer slash. Étoile. Alors ici, donc, je pense qu'il faut mettre point path. Point name. Point name.
Et après, point value. Name, c'est path. Le nom du prédicat. Et après, vous allez mettre encore la même ligne. Au lieu de name, vous mettez point. Point args. Et si vous commencez à faire ça, vous allez vous perdre. On est d'accord? Vous pouvez configurer les routes, sauf que si vous faites la configuration via application.properties, vous allez avoir quelque chose qui est difficile à lire. Une fois que vous aurez terminé la route 0, vous allez passer à la route numéro 1. Alors tout ça, c'est pas bon. Voilà la raison pour laquelle on préfère faire la configuration dans le fichier application.yaml, parce que YAML, c'est lisible. On voit facilement ici, il y a deux routes. La première route, et voilà là, la deuxième. C'est clair? Alors, autre chose, c'est que si vous ne voulez pas configurer les routes dans le fichier de configuration, vous pouvez configurer les routes avec la configuration Java. Comment vous allez le faire? Ben, il suffit de... C'est pas ça. Voilà. Alors, comment vous allez le faire? Voilà. Si vous voulez configurer les routes de manière statique avec la configuration Java, il suffit de créer un bin de quel type? Route locator. Et avec ce route locator builder, vous allez créer les routes. Je dois charger. Bon, alors, comme je disais, si vous voulez configurer les routes d'une autre façon, il suffit donc dans une classe de configuration, par exemple ici dans l'application, vous créez un bin qui permet de retourner un objet de type route locator. Ou l'objet builder, return, directement builder, point routes, et vous mettez point. Alors vous voyez donc ici point. C'est quoi la route? Alors vous pouvez spécifier par exemple, alors ici donc on va mettre la route. Par exemple on va l'appeler R1. Et puis on va spécifier les prédicats. Predicates. Et vous mettez ici predicates. Point. Quoi c'est l'IORI. Et c'est quoi l'IORI? C'est HTTP. Deux points. C'est pas HTTP, c'est LB directement. Customer Service. Et pour créer la route, vous ajoutez build à la première route. Vous voulez ajouter la deuxième. Alors, predicates. Vous mettez P. Bon, je préfère l'écrire comme ça. Predicates. Bon, je le laisse comme ça. Donc, voilà, exactement. Donc, avant de faire build, vous allez faire .routes, une deuxième. Et la deuxième, c'est R2. Là, on va l'appeler inventory service. Et à la fin, vous terminez par build. Point virgule. Alors ça, c'est intéressant. Regardez, tout ce que vous voyez là, c'est que vous avez configuré combien de routes? Deux routes. C'est exactement ce que vous faites là, c'est exactement ce que vous avez fait ici. C'est-à-dire soit pour vous le faites... path ici? Ouais. Pour le path? Oui, vous avez raison. Ici, donc, le predicate. Ah oui, on a oublié le path. Le prédicat. Alors ici, donc, ici, route, predicates, .iori.path. Oui, vous avez écrit predicates au lieu de
Predicates. Il y a un peu. Oui, bon, ça c'est l'orthographe, c'est vrai. On peut changer predicates. Merci pour corriger l'orthographe déjà. Predicates. Si vous voulez, ça c'est juste une variable. Vous pouvez l'appeler P. Predicate. 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 Alors pour vous utilisez path. C'est quoi le path? Ici, c'est slash customers et point .uri. Et là, la même chose, vous mettez point path. Path, c'est quoi? C'est slash products. Voilà. Voilà, donc ça c'est dans cette version, vous pouvez configurer les routes également de cette façon-là. Soit vous faites ça, n'est-ce pas? Soit vous le faites de manière statique comme ça, et vous pouvez également le faire de manière statique comme ça. Et si vous voulez vérifier, vous allez juste désactiver ce fichier-là. Et comment on va l'ignorer? On va juste renommer le fichier application.yaml, on va faire rename, on va l'appeler a.yaml. Bon, a.yaml, ça veut dire que ce fichier-là n'est pas pris en considération. Et je redémarre la gateway. Une fois que je redémarre la gateway, on va regarder si tout se passe bien. Alors, pas ici. Voilà. Slash customers, vous voyez, ça marche. Slash products. Slash products, ça marche. Product slash 1, ça marche. Non? Ah, on a oublié, oui. C'est une bonne idée. C'est une bonne remarque. Alors le path, il faut mettre slash customer slash étoile, parce que sinon il n'y a rien qui va marcher. Bien vu. Slash étoile, et là la même chose, c'est slash étoile. Je fais entrée, comme ça on peut voir un peu ce qu'on fait. Vous voyez donc la route, quand le path égale slash customer, j'envoie la requête ici. Quand le path égale slash product slash étoile, je vois la requête ici. Alors ça c'est le... Je redémarre la gateway. Voilà. Alors on teste. Oui, ça marche. Donc en résumé, si vous voulez configurer les routes de manière statique, soit vous utilisez le fichier application.yaml, soit vous créez un bin de quel type? Route locator. Tout ce que vous pouvez faire comme ça, vous pouvez le faire avec l'autre. Alors ici, donc pour vous, dans l'activité pratique, vous testez les deux. Alors maintenant, mais tout ça, ça reste toujours statique. Alors si vous voulez configurer les routes de manière dynamique, n'est-ce pas? Une fois pour toutes. Alors remarquez juste votre support, la syntaxe, il est un peu différente de celle que je viens de vous montrer. Parce que dans la nouvelle version, c'est un peu, c'est différent. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez configurer les routes de manière dynamique, il suffit de créer un bin. De quel type? De type Discovery Client Route Definition Locator. Et si vous créez ce bin là, New Discovery Client Route Definition Locator, ben le problème est réglé pour toutes les routes. Comment? Quand je vais envoyer la requête vers la gateway, je dois écrire le port, mais juste après le port, je dois spécifier slash customer service. Alors c'est quoi customer service ici? C'est le nom du micro-service. Ça veut dire c'est le client qui précise dans l'URL, c'est quoi le nom du micro-service. Donc la gateway, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le nom du microservice ici. Il va contacter Discovery, il récupère l'adresse et il contacte le service. Si vous voulez contacter Inventory Service, vous mettez Inventory Service / Products. Et c'est la dernière étape. Alors, je vais désactiver ça, je le mets en commentaire. N'est-ce pas? Si vous le mettez en commentaire, il n'y a rien qui va marcher. C'est-à-dire le fichier application.yaml, il n'est plus pris en considération.
le route locator n'est plus pris en considération. Donc si votre gateway, vous lui dites par exemple product, il va rien faire. Alors s'il fait des choses, alors c'est pas bon. Ah, j'ai pas redémarré. Parce que j'ai ici redémarré, mais vous n'avez pas fait attention. Qu'est-ce que j'ai redémarré? Alors, gateway, redémarrer. Ça devrait pas marcher. Et quand ça marche, quand ça devrait pas marcher et ça marche, c'est pas normal. Alors, si vous actualisez, il va vous dire la route, je la reconnais pas. Alors maintenant, j'ai désactivé le système de routage statique. Maintenant, je vais utiliser le système de routage dynamique. Alors, avec le système de routage dynamique, vous aurez juste besoin de créer un bin. Vous créez un bin. De quel type? De type, il y a une classe qui est trop longue, c'est route definition discovery. Oh, chaque fois je l'oublie parce qu'il est trop long, c'est un nom bizarre. Regardez, c'est discovery client, route definition locator. Alors, discovery client route definition locator, c'est celle-là. Alors je peux l'appeler par exemple dynamic routes ou là je sais pas quoi. Alors ce bin là il reçoit deux paramètres. Donc je vais les deux paramètres. Vous voyez, donc si vous mettez ici, le premier il est de type discovery. Le premier paramètre il est de type reactive. Je fais contrôle, si vous voulez, j'ai le constructeur, je fais contrôle, je clique, ça me donne un peu les paramètres du constructeur. Donc je vais mettre CTRL V. Donc je vais l'appeler ici, ça c'est le premier, c'est reactive RDC, reactive discovery client. Le deuxième, c'est Discovery Locator Properties, Discovery Locator DLP. Donc ici, vous allez transmettre RDC, virgule, DLP. Alors si vous faites ça, parce que ça, honnêtement, c'est un copier-coller, c'est pas quelque chose de... C'est technique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous créez un système de routage dynamique, et c'est ce bin-là qui va maintenant gérer les routes. Si vous redémarrez votre gateway, alors cette fois-ci, pour demander les produits, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va mettre inventory service / products. Vous voyez, donc cette fois-ci ça marche. Donc si je mets customer service / customers / 1, et donc ça marche. Alors maintenant, on n'aurait plus besoin de configurer les routes de manière statique. C'est-à-dire, si je crée un service qui s'appelle X, je le démarre dans une machine et directement je vais vers le navigateur, je vais demander à la gateway http:/x/ ce que je veux, et après il va le retrouver. Mais dans la pratique, vous aurez besoin des deux. On va utiliser le système de routage dynamique pour tous les services qui sont enregistrés dans Discovery, et on va utiliser les routes statiques pour les services qui ne sont pas enregistrés dans Discovery, parce que parfois vous trouverez une application qui fait appel à d'autres services externes, mais qui ne font pas partie de votre application. Alors dans ce cas-là, comment la gateway va, par exemple, vous voulez appeler un service de OpenAI. Le service de OpenAI, il n'est pas enregistré dans Discovery. Je ne peux pas lui demander de s'enregistrer. Et dans ce cas-là, je dois configurer une route statique. Pourquoi? Parce que je connais l'adresse de OpenAI. Donc, c'est des choses que nous allons faire. Mais si vous arrivez là, c'est que vous avez fait la partie
la plus importante. Donc, notre activité pratique, si vous voulez, dans la première, voilà, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, vous allez, dans une première partie, vous allez créer Customer Service, vous allez créer Inventory Service, vous créez la Gateway, vous configurez le système de routage de manière statique. Vous créez Discovery Service et vous configurez le système de routage de manière dynamique. Alors, la semaine prochaine, nous allons voir comment créer Billing Service et nous allons voir comment créer le service de... Voilà, il nous reste encore Billing Service. Alors, Billing Service, c'est intéressant parce qu'on va voir comment faire la communication entre les microservices. Ça, on va le faire la semaine prochaine. Et puis, il nous reste quoi? Config. Parce qu'en fait, tout ça, on crée plusieurs fichiers de configuration, on va se perdre. Après, on va centraliser la configuration. Et si vous faites ça, c'est que vous êtes déjà bien initié dans les architectures microservices. Après, il y a les détails, comment gérer la tolérance aux pannes, il y a Resilience 4G, comment on va sécuriser, il y a Keycloak, après comment créer un front-end avec Angular, comment configurer les cores, etc. Bon, et après, par la suite, comment utiliser Docker avec des conteneurs pour faire tout ça. Donc, vous voyez, donc, cette activité elle est extrêmement importante parce qu'il va être divisé en 4 étapes. N'est-ce pas? Donc, ce que je vous demande d'ici la semaine prochaine, c'est de travailler cette première étape. Et cette première étape, s'il y a des problèmes que vous avez, je vous laisserai la semaine prochaine voir s'il y a des problèmes à régler. Donc, l'essentiel, c'est que cette première partie doit passer. Et après, on va passer à la suite. C'est clair? Pas de questions? Alors... J'ai une question. Oui, ben, les gens qui sont à distance, ils ne sont pas fatigués. Mais ceux qui sont là, je vois leurs yeux en train de pleurer. Oui, allez-y. Monsieur, rapidement, je vous ramène au début du projet. Vous avez créé un simple projet Maven. Oui. Est-ce que si je crée un projet Spring Boot, oui, à l'intérieur duquel je mets les autres microservices, oui, ça va marcher aussi, oui, tout à fait. Ça va marcher parce qu'un projet Spring Boot, c'est également un projet Maven, tout à fait. C'est bon? Pas de questions? Bon, uniquement pour l'enregistrement. L'enregistrement, il est là, heureusement, il n'est pas... Donc, le soir, vous allez l'avoir. Merci. Et allez, bonne soirée et bon week-end. Bon dimanche. Merci, à vous également. Ok.